Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Santé Carrefour. Heureux de vous retrouver ce soir. Toute peau a son histoire, caresser c'est tendre l'oreille, dit-on. Aujourd'hui, nous allons parler de la peau et des affections dermatologiques ou dermatoses. Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière. Véritable interface avec le monde extérieur, elle protège les autres organes des infections, des blessures et des rayons solaires nocifs. Douée d'une extrême sensibilité, elle permet le sens du toucher. Pour certains, elle pourrait même être le reflet de nos émotions ou de nos états d'âme. La peau est à la fois pour nous un élément de santé et de beauté. Ainsi, une maladie de peau a un double impact. Premièrement, sur la santé car elle porte atteinte à notre peau, qui est un organe protecteur et essentiel à notre corps dans son ensemble. Et deuxièmement, subsiste un impact négatif sur la beauté car toute maladie de peau est visible par autrui. Et bien souvent, elle présente des aspects disgracieux qui nous font perdre confiance en nous. Parfois contagieux, les problèmes de peau sont nombreux et il est souvent difficile de s'en débarrasser. De l'acné au zona en passant par le psoriasis, l'émission de ce soir passe en revue les maladies de peau les plus communes et les moyens d'y faire face. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le docteur Lumingu Lenga Ida Aurélie, dermatologue et vénérologue au CHU de Brazzaville. Vous enseignez aussi à la faculté de médecine. Oui, j'enseigne à la faculté de médecine. Bonjour docteur, soyez la bienvenue à Carrefour. Oui, la première question qui me vient à l'esprit, c'est vous êtes dermatologue, vénérologue, vous allez nous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Est-ce que pour commencer, docteur, vous pouvez nous faire un rappel anatomique sur la peau? Je vous remercie. La dermatologie, c'est la branche de la médecine qui étudie les maladies de la peau. La peau, ben oui, on peut la définir comme une enveloppe du corps. Elle assure donc les fonctions de protection, mais elle a aussi un rôle d'échange, un rôle de fabrication de certaines substances dont l'organisme a besoin, un rôle d'élimination. Décrivez-nous un peu la peau, comment elle se présente Oui, la peau, donc c'est une structure, c'est une enveloppe, mais il ne faut pas la prendre comme on la voit. C'est une enveloppe qui est très complexe. Elle est très complexe parce qu'elle a plusieurs couches déjà, et ces couches sont complexes. Déjà, de par leur structure, ont une architecture complexe. Et donc, elle contient des cellules, elle contient des vaisseaux, elle contient des nerfs, elle contient des fibres qu'on appelle des fibres élastiques, donc qui donnent à la peau la possibilité d'être étirée et de revenir à l'état normal. Et donc, elle donne la souplesse, tout ce qu'on sait de la peau. Alors, elle a donc 3 couches. Juste la dernière couche de la peau, c'est une aponévrose. En fait, l'aponévrose, c'est une autre enveloppe qui sépare la peau des muscles. Et alors, pourquoi je disais tout à l'heure que la peau est complexe? Parce que la peau a plusieurs cellules. Donc, on a une couche très superficielle, c'est l'épiderme. Et puis, on a une couche qui est intermédiaire, c'est le derme. Une couche qui est plus en bas, c'est l'hypoderme, et cette couche, elle est faite de graisse, et cette couche, en fait, c'est une couche qui protège un peu la peau des chocs, et sous cette couche, on a donc l'autre enveloppe dont je viens de parler tout à l'heure, qui est un fascia, et sous ce fascia, il y a directement les muscles. Expliquez-nous un peu ce que c'est que la vénérologie. En fait, la vénérologie avait été créée au départ pour s'occuper des maladies qu'on disait vénériennes. Alors c'est un terme qu'on n'utilise plus couramment. Actuellement, on dit infection sexuellement transmissible. Mais la vénérologie, en fait, si on en parle encore, parce que ça fait partie de nos appellations, de notre appellation, nous les dermatologues, si on dit infection sexuellement transmissible, mais on ne s'arrête que sur les atteintes dues aux microbes. Or, les dermatologues, s'ils s'occupent de l'enveloppe dont on a parlé tout à l'heure, ils s'occupent aussi des muqueuses. Alors, les muqueuses, ce sont, je vais dire de façon simple, ce sont tous les orifices
en fait, finalement, qui percent la peau. Donc on a les narines, on a la bouche, on a le méa urinaire, on a l'anus, on a les yeux et tous ces orifices, les oreilles, tous ces orifices en fait font partie de la dermatologie. Alors pour ce qui est des orifices au niveau des organes génitaux urinaires, les dermatologues se les partagent dans les soins, dans l'étude, se les partagent un peu avec les stomatologues, les ORL, puis les gynécologues. Alors donc finalement, la dermatologie qui était d'abord la dermatosyphiligraphie dans le temps, avant, il y a plus d'une centaine d'années, est devenue la dermatovénérologie, puisqu'avant, l'infection la plus grave en dermatologie, c'était celle qui était créée par la syphilis. Donc on disait dermatosyphiligraphie. Puis plus tard, on a élargi en disant on prend toute la vénérologie. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas que les maladies infectieuses qui touchent ces orifices-là. Il y a aussi les maladies inflammatoires. Il y a aussi les tumeurs, en fait, qui touchent ces zones-là. Donc, les dermatologues s'occupent un peu de tout ça. Alors, tout à l'heure, je disais que c'est une enveloppe complexe. Alors, je n'ai pas dit qu'elle a aussi des poils. Et donc, les dermatologues s'occupent de tout ce qui est système pileux, donc les cheveux, les poils, et puis les autres annexes, on peut dire les annexes de la peau, qui sont les ongles. Les dermatologues s'en occupent aussi. D'accord. Quand on parle de la maladie de la peau, s'agit-il de l'atteinte de la peau dans sa structure elle-même ou dans son fonctionnement? Oui, alors là aussi, c'est assez complexe. Alors, la peau, elle est attaquée dans sa structure. Souvent, quand on a une dermatose, c'est que ou bien il y a une atteinte de l'architecture, ou bien il y a une atteinte du fonctionnement. Et que ce soit l'atteinte de l'architecture ou l'atteinte du fonctionnement, c'est toujours ou un défaut, ou un excès, ou un désordre. Alors, chaque fois qu'il y aura ça, ou dans l'architecture, ou dans la sécrétion, ou dans l'excrétion, il y aura un problème de dermatologie. Et je peux me permettre de dire que la dermatologie est sûrement une des disciplines qui a le plus grand nombre de maladies. Ah bon? Oui. Et on les compte par combien? Mais on ne peut pas tout à fait les compter. Chaque fois, il y a de nouvelles maladies. Ce qu'on peut dire, c'est que tout à l'heure, votre question, elle était bonne, celle qui parlait de la structure de la peau, de l'anatomie de la peau, c'est que chaque élément de la peau, chaque élément, que ce soit une cellule, un vaisseau, un nerf, chaque élément de la peau peut donner droit à plusieurs maladies. C'est-à-dire, une cellule peut se fabriquer en quantité très importante. Hein. On dit en médecine se diviser, proliférer et puis donner une tumeur. Alors, on a des kystes, on a des cancers, on a des maladies qui dépigmentent, donc des anomalies au niveau des cellules pigmentaires. On a des anomalies, au contraire, qui donnent un peu trop de pigments. On a des anomalies au niveau des vaisseaux. Et donc, en fait, ça fait un nombre incalculable de maladies qu'on ne peut pas énumérer ici. On parle de la peau comme étant le miroir du corps. Oui. Et quelles sont les grandes causes de la dermatose? Oui. Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi la peau est le miroir finalement de tout l'organisme. Oui. C'est le miroir de tout l'organisme parce que quelqu'un qui ne va pas bien, en général, a toujours une anomalie sur la peau. Alors, par exemple, si on retient un peu trop de pigments, on peut devenir jaune hein, au niveau du foie ou au niveau de la vésicule, on peut devenir jaune. Et donc, en regardant la peau, on peut savoir qu'un foie ne marche pas très bien. Alors, par exemple, un diabétique aura une peau particulière. Par exemple, un drépanocytaire aura des ulcères aux membres inférieurs. Et finalement, c'est quelque chose qui nous parle parfois de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, les grandes causes de dermatose, elles sont multiples. En général, en dermatologie, au niveau mondial, on sépare la dermatologie
en pathologie infectieuse, en pathologie inflammatoire, en pathologie tumorale, mais c'est un peu plus complexe que ça. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que, contrairement aux idées reçues, les maladies infectieuses ne sont pas toujours les plus importantes, hein, au moins en zone urbaine. Par exemple, à Brazzaville, nous avons fait une étude, nous avons étudié le profil des dermatoses à Brazzaville et on s'est rendu compte que les maladies inflammatoires non infectieuses étaient plus importantes que les maladies infectieuses. Ça ressemblait un peu à ce qu'on peut rencontrer en Occident. Citez-nous un peu quelques maladies infectieuses. Alors les maladies infectieuses, il y a des maladies bactériennes, il y a des maladies virales. Alors, maladies bactériennes, ça peut être les bactéries un peu banales, hein, donc on peut avoir des staphylocoques qui donnent des furoncles, on peut avoir l'impétigo qu'on trouve souvent chez les enfants, qui ont des croûtes autour des orifices. Hein. Et on peut avoir des bactéries, des germes plus difficiles, hein, que le staphylocoque ou le streptocoque. Par exemple, la tuberculose, elle peut toucher la peau aussi. On a la lèpre qui touche la peau. Alors ensuite, il y a les virus. Alors les virus, c'est tous les virus. Le virus de la varicelle, le virus de la rougeole, le virus de l'herpès, etc. Et puis on a les mycoses, hein, les mycoses qui peuvent toucher la peau, qui peuvent toucher le cuir chevelu, qui peuvent toucher les ongles. Et puis, à part ces maladies dites infectieuses, on a donc les maladies inflammatoires. Mais ça, par exemple, on en rencontre beaucoup au Congo parce que actuellement, il y a la maladie allergique en général, dont l'incidence est de plus en plus croissante dans le monde. Et donc, même dans les pays sous-développés, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques sur le plan respiratoire, mais allergiques aussi sur le plan cutané. Et donc, la maladie allergique, par exemple, c'est une maladie qui explose actuellement au Congo. J'ai lu dans une revue de dermatologie que le virus de l'herpès ne quitte jamais l'organisme. Le virus de l'herpès, c'est un virus qui mute en virus de la varicelle, en virus du zona. Alors, donc, selon ses caractéristiques, ce virus peut donc entrer dans l'organisme, hein, avoir un passage, une entrée dans l'organisme. Et une fois que ce virus entre dans l'organisme, eh bien, il y reste. Il ne bouge plus. Il y reste, il va au niveau des ganglions, hein, des ganglions nerveux, et puis il reste, et puis il apparaît de temps en temps quand vous êtes affaibli. Voilà, donc ça peut être à l'issue d'une fièvre. Oui, à l'issue de n'importe quelle maladie qui vous affaiblit, n'importe laquelle, il peut apparaître. Et même en cas de stress, vous pouvez avoir une ressurgescence du virus de l'herpès. Je ne vous demande pas comment on fait pour soigner toutes les pathologies que vous venez de décrire, pour éviter que les gens fassent de l'automédication. Parce que les conséquences, on les connaît, malheureusement. C'est la question d'une internaute. Les causes sont-elles les mêmes à travers le monde ou existe-t-il des spécificités ethniques, raciales ou géographiques? Oui. Alors, il y a un auteur qui disait qu'il ne faut pas continuer à parler de la dermatologie tropicale parce qu'il pensait que finalement les maladies sont les mêmes partout dans le monde. Mais il disait aussi, ce qui est juste, que l'environnement peut faire qu'une maladie existe plus dans un endroit du monde. Alors, finalement, les maladies sont les mêmes partout, mais par rapport à l'environnement, par rapport à l'individu, c'est-à-dire à la race, on peut avoir des maladies plus fréquentes. Par exemple, en dermatologie, il y a quelques dermatoses qu'on ne trouve que chez les sujets de race noire. Et ce sont lesquels? Il y a les petits points qu'on voit chez les femmes, surtout chez les femmes, un peu moins chez les hommes, qui sont comme des petites verrues, mais en fait qui n'en sont pas, puisqu'elles ne sont pas infectieuses. C'est transmis génétiquement par les ascendants. Alors ces petites verrues qui, en fait, causent des problèmes un peu d'anxiété aux femmes parce qu'elles trouvent ça inesthétique, ça s'appelle une dermatose papuleuse
nigra, donc de la race noire. Non, des petits points noirs pour lesquels les femmes consultent beaucoup et pour lesquels, en fait, on peut faire un traitement au laser que nous n'avons pas à Brazzaville, mais parfois, même en Europe, les dermatologues conseillent aux femmes, tant que ce n'est pas très prolifératif, de les garder un peu comme ça, de prendre ça un peu comme en Europe, on pourrait prendre des taches de rousseur. Oui, mais docteur, ça ne correspond pas aux taches de rousseur, ça? Les petits points noirs? Non, les taches de rousseur, c'est plat. Alors que ça, c'est... ça ressort. Un petit relief. Ah oui, ça ressort carrément. C'est un petit relief. C'est comme une petite peau qui dépasse un peu. En pointe comme ça. Là. Oui, ah oui, je comprends. Et puis elle est en général un peu plus sombre que la peau oui. Mais on ne trouve pas ça chez les Blancs alors? Non, celle-là, c'est dermatose papulosa nigra. Nigra pour la race noire. Nigra, oui. Ah ok, d'accord. C'est comme ça. Et quelles sont donc les principales dermatoses à Brazzaville, plus particulièrement au CHU où vous évoluez depuis bientôt 10 ans? Alors, les dermatoses, elles ne sont pas les mêmes selon l'âge, selon le sexe, mais on ne va pas entrer dans ces différences-là. On va quand même dire qu'il y a des dermatoses bénignes que nous, les dermatologues, nous voyons en consultation. Bénignes, ça veut dire qu'ils ne sont pas très sévères. Et puis, il y a des dermatoses plus graves que nous hospitalisons. Alors, les dermatoses bénignes, alors celle que je peux relever ici, c'est l'acné. Pourquoi l'acné? C'est vrai que ça a l'air banal comme ça, mais c'est vraiment un gros problème de dermatologie. Et puis, ce qu'on a pu noter chez nous, c'est que l'acné, en principe, que l'on rencontre surtout chez les adolescents, puisque c'est la puberté qui engendre l'acné. Et cette acné est retrouvée plutôt chez des gens d'âge mûr. Or, l'acné chez les gens d'âge mûr, c'est forcément une acné secondaire. Ce n'est pas une acné banale, ce n'est pas une acné physiologique. C'est une acné qui est due à quelque chose, ou quelque chose d'intérieur au corps, ou quelque chose qu'on a appliqué sur le corps. Et cette acné-là, chez nous, qui est l'acné la plus importante. Donc ça, il faut le relever. Ensuite, il y a les dermatoses allergiques, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très fréquent. En général, c'est méconnu par le patient et le patient, en général, depuis l'adolescence, a multiplié les consultations sans jamais comprendre ce qui lui arrive. Et puis, chez les adultes aussi, on a les dermatoses qui sont dues à l'application de produits dépigmentants. Et ça, c'est vraiment, il y en a beaucoup. Et puis, chez les enfants, il faut relever. Alors là, je saisis l'occasion pour parler du prurigo, Strophullus. C'est un mot grec qui veut dire... en français facile. Oui, c'est un mot grec qui veut dire les démangeaisons dues aux piqûres d'insectes. Voilà. Alors ça, c'est plus clair pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est un gros problème à Brazzaville. Nous avons fait une étude qui a montré que, surtout au bord de la rivière Madoukou, les enfants étaient touchés à plus de 80%. C'est dû aux fourrous. Les fourrous piquent les zones qui sont découvertes. Et donc, la plupart des enfants à Brazzaville qui ont entre 1 et 5 ans ont soit des boutons, soit des boutons avec du pus, soit des boutons avec de l'eau, en tout cas des boutons, soit des taches au niveau des zones découvertes, des zones qui en général ne sont pas couvertes par les habits. Ce qu'on a pu savoir, c'est que ce qui provoque cette maladie, ce sont les fourrous que l'on trouve un peu partout, et donc c'est un peu plus fréquent dans les habitations qui sont proches des cours d'eau, mais dans la ville, même loin des cours d'eau, c'est quand même plus de 50% de cas. Au niveau des cours d'eau, qu'est-ce qui favorise la prolifération des fourrous? C'est la stagnation des eaux ou c'est... Oui, il y a aussi le fait qu'il y a de l'herbe et tout. Oui. Madoukou a été reconstruit. Malheureusement, les riverains en ont fait leur dépotoir. Je dis dommage, Madoukou parce que actuellement Madoukou n'est plus le Madoukou d'il y a 10 ans. Oui, mais ça redevient le Madoukou d'il y a 10 ans. Oui. Parce que c'est devenu un dépotoir. Oui, malheureusement. Mais en fait, je voulais parler des cours d'eau. Des gens. Oui, tout à fait. Mais je voulais parler des cours d'eau parce que ceux qui habitent au bord du fleuve ont le même problème. D'accord.
Mais ce n'est pas pour autant que je vais retirer ce que j'ai dit sur l'incivisme. Il y a quelques années, quand la délégation générale aux grands travaux livrait à la mairie de Brazzaville les ouvrages de Madoukou et de Lamfoua aménagés, les Congolais étaient heureux et émerveillés de la transformation qualitative de ces deux rivières. Aujourd'hui, herbes, ordures ménagères et autres objets encombrants constituent le décor de ces deux cours d'eau au vu et au su de tous. Les barres de fer sont arrachées par des inciviques devant l'indifférence des riverains. Ceci pose un réel problème de protection de l'environnement. Un environnement mal entretenu est vecteur de maladies diverses. On peut citer celle de la peau, du tube digestif comme la bilharziose. En ce qui concerne la bilharziose, c'est la troisième maladie tropicale la plus dévastatrice en termes de répercussions sanitaires et économiques. La propreté chasse la maladie a tant appris au cours élémentaire. Ces deux ouvrages, qui font partie de la décoration urbaine de Brazzaville, ont besoin d'une cure de jouvence pour le bien-être des populations riveraines en particulier et brazzavilloises en général. J'ai la question d'un internaute. Alors, il dit ceci. Docteur, pour un rien, on va consulter, et pas toujours le spécialiste, souvent le voisin, sinon le vendeur ambulant ou le pharmacien. On se badigeonne donc des crèmes de toutes sortes. Quelles sont les conséquences? Oui, ça c'est un problème récurrent à Brazzaville, les consultations. À Brazzaville ou au Congo? Au Congo, d'une manière générale, tout à fait, oui. d'une façon générale. C'est un problème récurrent, mais un problème qui est dû au poids des cultures. C'est pas facile à changer. Parce qu'on ne croit parce pas... que les hommes préfèrent les femmes qui se décapent la peau. Alors. Oh non, pas toujours. Ah bon, oui, mais le problème, c'est qu'on consulte le voisin parce qu'on ne prend pas tout à fait au sérieux la médecine moderne. On a toujours quelque chose à dire sur un plan un peu légendaire, sur un plan mystique, sur un plan, en tout cas en ce qui concerne les maladies de la peau. C'est rarement pris pour des maladies ordinaires. Il y a toujours il y a toujours quelque chose. Un lien avec un sorcier. Oui, quelque chose qui se cache derrière. Oui. C'est quoi les conséquences sur la peau, sur la santé des populations? Oui, les conséquences, elles sont sur la peau, comme vous dites, mais elles peuvent être aussi des conséquences sur le reste de l'organisme. Parce qu'un médicament qu'on prend sans avoir fait le bon choix, c'est un médicament qui forcément va créer des problèmes. Un médicament qui est pris doit être éliminé ou par les selles, ou par les urines, ou par la transpiration. Mais si vous prenez des médicaments sans que ça ne soit justifié, vous ne savez pas si ce médicament va réellement être éliminé, il va être retenu. Et puis, il ne va pas régler votre problème initial, le problème pour lequel vous l'avez pris. Et donc, vous allez vous retrouver avec deux problèmes, la maladie qui persiste et puis l'intoxication donc à ce médicament-là. Vous recevez souvent des cas comme ça chez vous, au cabinet ou au CHU? Oui, au cabinet, on reçoit les intoxications médicamenteuses, en général, quand elles sont bénignes. Mais en hospitalisation, on reçoit des maladies graves d'intoxication médicamenteuse, des maladies dans lesquelles la peau se décolle, tous les orifices sont complètement... C'est terrible ça. Vous avez des images? Oui, j'ai des images, oui. On peut les voir? Oui, on peut les voir. Okay. Oui. Là, il y a une dame qui a pris des médicaments qu'elle a achetés au marché, qu'elle a achetés par terre, et puis qui a eu un décollement cutané. Un décollement de presque toute la surface de la peau, en tout cas de plus de 80%. Et là, elle est en voie de guérison. Et donc, c'était un peu plus dramatique. C'était plus grave que ça. C'était plus grave que ça avant. Donc, c'est la même dame. C'est la même dame. C'est la même dame. Oui, on voit que c'est... Oui. Oui. Là, ça tend à sécher un peu. On voit que ça sèche. Oui. Alors, et là c'est une maladie infectieuse bactérienne
que l'on appelle les résipelles. En fait, dans le monde médical, cette maladie devrait s'appeler les résipelles. Mais à Brazzaville, au Congo, ça s'appelle le Mwanza. Et à Kinshasa, en RDC, ça s'appelle le Mbassou. Et donc, pour les promoteurs du Mwanza ou du Mbassou, ça devient une maladie mystérieuse. Expliquez-nous ce que c'est que le Mwanza, docteur. C'est quoi le Mwanza? Oui, ben c'est... Pour un médecin, oui. Pour un dermatologue, c'est quoi le Mwanza? Oui, alors ça va être difficile parce que ça va être difficile de choquer les esprits parce que... Choquer? Oui, je vais choquer voilà, les gens parce que... Choquez-nous. Oui, parce que les gens, ils tiennent à leur Mwanza, ils veulent l'avoir. Oui. Ça va être choquant parce que c'est devenu une légende, un mythe, finalement, qui donne des fantasmes. Et moi, j'aimerais dire aujourd'hui que le Mwanza, nous, les dermatologues, c'est l'avis de mes collègues, nous n'y croyons pas tellement, puisque le Mwanza, quand il arrive, diagnostiquer Mwanza à l'extérieur de l'hôpital, nous, on arrive à donner un nom au Mwanza. Donc là, je vous donne l'exemple de l'érésipèle, qui est connu à travers le monde, qu'on explique et qu'on peut traiter, qui est toujours étiqueté comme Mwanza. Pour la plupart des habitants de notre pays, en général, ils se disent qu'ils ont marché sur un esprit ou alors ils ont été piqués par un serpent mystique. Alors, en dermatologie, ça s'explique par une ouverture qu'on se fait dans la peau à partir d'une plaie, mais vraiment minime. Parfois, la plaie a le temps de guérir et le microbe reste à l'intérieur de la peau. Et c'est ce microbe, le streptocoque, que nous avons naturellement sur la peau qui, finalement, crée l'inflammation. Alors là, on a des bulles. Ces bulles-là contiennent de l'eau, mais les formes bulleuses sont des formes qu'on rencontre chez nous, qu'on rencontre moins en Europe. Parce qu'en Europe, ils ne croient pas du tout au Mwanza. Donc, dès que la jambe commence à enfler ou rougir, ils consultent. Chez nous, ça, c'est le fait de l'automédication dont on a parlé tout à l'heure. En général, les gens, bon, ils prennent un peu d'anti-inflammatoire parce qu'ils ont mal. Et puis, parfois, ils vont consulter en milieu traditionnel. Mais alors, expliquez-moi. Et vous arrivez à soigner ça comment? Oui, mais ça se soigne. Là, il faut faire médicalement. Médicalement, il y a des antibiotiques. Oui. Ceux qui marchent sur le streptocoque marchent sur cette maladie. Bon, alors, maintenant, expliquez-moi comment les praticiens arrivent à soigner le Mwanza. Parce que certains arrivent à soigner le Mwanza. Oui, bah alors, je vais vous dire, là j'ai donné un exemple de ce qu'on peut appeler Mwanza ici, mais le Mwanza nous paraît vraiment quelque chose de complexe, hein, pour ceux qui le diagnostiquent et ceux qui le soignent. Parce que si l'érésipèle est appelé Mwanza, ça c'est le Mwanza par excellence, mais le zona aussi, pour les mêmes praticiens, c'est le coup de foudre alors que c'est un virus. On sait bien que c'est un virus qui crée le zona. Alors, dès qu'une pathologie, finalement, de la peau devient gravissime, immédiatement, le terme de Mwanza apparaît. Mais vous savez qu'au CHU, nous avons plusieurs patients qui nous viennent de la médecine traditionnelle, finalement. Quand parfois il y a eu des échecs en milieu traditionnel, ils viennent à l'hôpital pour, finalement, parce que ça n'a pas marché du tout. L'image suivante, c'est une autre dame qui présente aussi un érésipèle bulleux. Oui. Donc c'est le même microbe, hein? C'est le même microbe, c'est le streptocoque que nous avons naturellement sur la peau. Alors, et là, c'est une cicatrice. Oui, ça c'est une cicatrice. Alors je voulais attirer l'attention des patients sur les cicatrices kéloïdes. Alors les cicatrices kéloïdes sont des cicatrices qu'on retrouve surtout chez les sujets de race noire. Alors c'est génétique, ça ne touche pas tout le monde, ça choisit des familles. Hein, et c'est génétique. Alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand on ne cicatrise pas bien comme ça, il ne faut pas se faire opérer immédiatement. Alors, si on vous propose des opérations parce que vous avez une kéloïde, il faut vraiment revoir
un peu l'indication. Parce que le traitement de choix d'une cicatrice kéloïde, ce n'est pas l'opération. On peut opérer, mais sous certaines conditions. Pourquoi? Parce que la cicatrice opératoire, en général, donne une kéloïde plus importante. C'est pour ça que... Ça aggrave. Ça aggrave, puisque c'est une maladie de la cicatrisation. Donc, chaque fois qu'on va créer une cicatrice, la cicatrice, au bout de plusieurs mois, va devenir une cicatrice très importante. Donc, bon, oui. Donner de l'espoir à ceux qui en souffrent. Alors. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant de penser à la chirurgie, oui, il faut bien se dire qu'il y a des traitements qu'on peut faire localement sur la cicatrice. Donc il faut voir un dermatologue. Il faut voir un dermatologue. Il ne faut pas aller voir parce qu'il y a féticheur. Oui, il y a des traitements locaux. Maintenant, il faut dire que sous certaines conditions, on opère des kéloïdes, certaines kéloïdes, mais c'est très rare, ça devrait être des indications rares. Et en général, ça se fait ou avec le laser, ou alors en utilisant un peu de radioactivité, ce qu'on ne peut pas faire chez nous. On n'utilise pas le laser chez nous encore? Non, il n'y a pas encore de laser chez nous. Là, nous avons une jeune dame qui voulait avoir les jambes très claires et puis qui a mis plusieurs types de produits dépigmentants. Et puis les femmes appellent ça chimie, oui, oui. Oui, chimie. Ouais. Oui, elle a fait une chimie. Mais c'est une vraie chimie parce que moi, je profite de l'occasion pour dire que quand on incrimine l'hydroquinone, c'est bien parce que de toute façon, tous les médicaments, tous les produits peuvent avoir des conséquences. Mais ce qui crée des problèmes en dermatologie pour la dépigmentation, ce n'est pas que l'hydroquinone. Les gens utilisent des paquets de cortisone. La cortisone, c'est une substance qui est très toxique, c'est-à-dire qui crée des effets secondaires incroyables. Et si on se met des quantités de cortisone, on a forcément des effets secondaires. Et rarement, une dame, par exemple, a utilisé de l'hydroquinone seule. Dans son flacon de lait d'hydroquinone, la personne ajoute toujours de la cortisone. Ou un peu de ciment. De la cortisone ou alors des détergents. Donc on ne peut pas incriminer un seul produit quand on a fait de la chimie, comme vous dites. Si on a mis plusieurs produits, il faut vraiment faire la preuve du produit qui a intoxiqué. Et là, c'est une personne qui est en voie de guérison ou elle est au début de réaction? En début de réaction, parce que c'est encore rouge, ça montre que c'est enflammé. Alors plus tard, ça va noircir, donc ça va cicatriser et elle va avoir des sortes de bottes noires. Et donc ce qu'on a fait pour cette patiente, c'est que très doucement, on a dépigmenté les bottes noires pour essayer d'avoir la teinte qui est en réalité la sienne. Mais ça a été très difficile. Moi, j'ai ma tante de Ouesso qui se dépigmente la peau. J'espère qu'elle est en train de nous suivre. Alors, celle-là, c'est... donc qu'est-ce qui s'est passé? Encore, un peu comme la première image, c'est une dame qui a pris des produits que l'on vend au marché pour un supposé accès palustre. Donc, elle a pris des produits et puis des produits de la famille des sulfamides, et puis elle a eu cette réaction de décollement de la peau. Oui, c'est très violent, surtout que dans cette forme de décollement, il y a une atteinte des orifices. On a les yeux qui sont complètement atteints, et puis la bouche et les narines, et sûrement aussi l'appareil génital. Ah oui, donc ça va plus loin. Oui, ça va plus loin, ça touche tous les orifices. Et ça peut cicatriser les orifices au point de les fermer complètement. Et ça se soigne au bout de combien de temps, ça? Ça dépend du patient, mais en principe, il faut s'arranger pour que le patient émerge dans la semaine qui suit. On risque de perdre la vue avec ce genre de... Oui, il y a eu des cas de perte de vue parce que cette maladie-là
elle touche les yeux et en cicatrisant parfois. Il y a une forme qui cicatrise, donc qui ferme. On a même eu chez une jeune femme de 20 ans une cicatrisation au niveau génital avec rétention des règles. Et cette dame, on a dû l'opérer en gynécologie pour évacuer ses règles. On a eu une fermeture de la bouche aussi chez une dame et puis un accolement de la langue sur le palais. Oh là là. Oui. Donc c'est une maladie, on dit mucocinéchante, donc qui cicatrise en guérissant. Alors donc vraiment Oui, attention, vraiment. attention à Oui, l'automédication. Oui, tout à fait. Il faut vraiment attirer l'attention des téléspectateurs au danger de l'automédication. Image suivante, docteur. Oui, donc ça, je voulais montrer un zona. Oui, le zona, on en parle beaucoup dans le pays. C'est une maladie qui est due à un virus. Ce que je voulais dire aux téléspectateurs, c'est que quand un patient fait le zona, tout le monde pense tout de suite sida. C'est bien de demander à un patient qui fait le zona de faire sa sérologie. De toute façon, c'est bien aussi de faire la sérologie quand on n'a pas le zona, mais c'est bien de lui demander, mais il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas choquer les malades, parce qu'aujourd'hui, dans un cabinet de dermatologie, dès que vous évoquez le nom zona, vous avez le patient qui fond en larmes. Mais il pense tout de suite au VIH. Au VIH, il faut savoir que le zona existe longtemps avant le sida. Le problème, c'est que dans le sida, il y a une fatigue de l'organisme qui fait que le microbe du zona apparaît souvent. Mais c'est deux maladies distinctes. C'est comme on peut faire la tuberculose parce qu'on a le sida. Hein? Donc, c'est une fragilité qui va vous exposer à diverses maladies opportunistes. Oui, à des pathologies opportunistes. Mais ces pathologies opportunistes existent aussi de façon individuelle. Ça, je tenais à le dire. Donc là, vous arrivez à soigner ça comment, le zona? Oui, le zona, ça se soigne surtout avec des soins locaux. Alors, il y a des auteurs qui sont pour qu'on essaye d'attaquer le virus, même si c'est un virus qui va souvent se cacher après. Mais à mon avis, c'est bien de donner quand même des produits antiviraux, hein, parce qu'on a constaté que ces produits antiviraux, ça calme bien la maladie, ça bloque la poussée des maladies. Donc, quand on a un zona, il vaut mieux se faire... Il faut voir le dermatologue. C'est mieux, plutôt que de faire de l'automédication. Docteur, parlez-nous un peu de l'albinisme. Est-ce que c'est une maladie? Expliquez aux téléspectateurs ce que c'est que l'albinisme, les causes de l'albinisme. Merci. Alors, l'albinisme, effectivement, c'est vous aussi. Oui, c'est votre rayon aussi. Tout à fait, c'est notre rayon. Oui, l'albinisme, c'est un état de la peau que l'on peut dire pathologique. Hein. Donc, c'est une maladie génétique. Donc, c'est une maladie qu'on ne peut pas toujours éviter, avec laquelle les gens qui sont porteurs de l'albinisme doivent vivre un peu normalement. Ce qu'il faut dans l'albinisme, c'est génétique. Hein. Alors, c'est transmis. Et ce qu'il faut dans l'albinisme, c'est de respecter certaines mesures. Quand on respecte certaines mesures, on vit très bien avec l'albinisme. La plupart des gens sous les tropiques s'exposent au soleil, alors que l'albinisme, justement, ça rend très sensible aux rayons ultraviolets. Et donc, si on est resté exposé aux rayons ultraviolets, on fait des cancers facilement. On en fait sur les zones qui sont exposées au soleil. Alors, c'est une peau qu'il faut hydrater parce qu'elle sèche souvent. Oui. Et puis, c'est une peau qu'il faut protéger du soleil. Voilà les deux choses qu'il faut faire quand donc, en fait, on conseille beaucoup plus aux albinos de travailler dans un bureau, donc dans un endroit fermé, plutôt qu'à l'extérieur. Oui, vraiment, il faut se protéger coûte que coûte du soleil. Et puis, quand c'est possible, consulter le dermatologue
ou d'emblée, comme ça, spontanément, sans qu'il y ait un signe d'appel, ou alors, dès qu'on remarque quelque chose sur la peau, c'est bien de consulter parce que c'est une peau qui est fragile, donc sur laquelle des petites tumeurs apparaissent souvent, et des tumeurs qui sont parfois dangereuses. Le mélanome. Oui. Le mélanome, c'est quoi? Le mélanome, c'est une tumeur maligne, parce qu'elle est grave, hein, elle donne des métastases. C'est une tumeur qui est très agressive, qui touche les cellules qui pigmentent la peau. Les cellules qu'on appelle les mélanocytes, oui, qui se développent en désordre. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que le mélanome existe surtout chez des gens de race blanche, comme en Australie, des gens de race blanche qui s'exposent au soleil. Vous savez, là-bas, c'est à l'état quasiment épidémique. Hein. Là-bas, chacun fait son mélanome, alors que chez nous, on a des mélanomes différents, des mélanomes qui apparaissent sur des zones qui ne sont pas tout à fait exposées au soleil. Par exemple, notre service de cancérologie a beaucoup de mélanomes au niveau de la plante des pieds, et on pense que ça pourrait être le fait de marcher pieds nus, de subir des traumatismes. On ne sait pas encore tout à fait pourquoi. Ce qu'il faut dire ici, c'est que chaque fois qu'on constate quelque chose d'anormal, une tache noire ou une petite élevure sur la peau, il vaut mieux consulter. Pour terminer, docteur, comment se porte la dermatologie au Congo? Vous qui êtes dermatologue, vous êtes très bien placé pour nous dire comment se porte la dermatologie au Congo. Oui, quels sont les problèmes? Mais la dermatologie au Congo, elle se porte relativement bien. Alors pourquoi relative? Parce que c'est vrai qu'en milieu sous-développé, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut. Par exemple, tout à l'heure, on a vu qu'on n'a pas le laser, alors que beaucoup de gens en ont besoin. Ça éviterait des interventions un peu intempestives. Ça serait bien qu'on ait le laser en dermatologie. On n'a pas aussi suffisamment de laboratoires d'anatomopathologie, vous savez. On peut faire un prélèvement de peau. On en a un, mais c'est un travail incroyable de faire de l'anatomopathologie dans ces conditions-là. Parce que, vous savez, tout ce qu'on enlève sur un corps, sur un plan médico-légal, on ne le jette jamais. Tout doit être analysé. Tout. Si on enlève un fibrome à une femme, hein, par le gynécologue, ou si on enlève une partie d'intestin, il faut que l'anatomopathologiste examine. Alors, vous imaginez le nombre de pièces que l'anatomopathologiste doit examiner. Sur un plan médico-légal, on ne doit rien jeter. Alors, vous vous rendez compte, tout ce qu'on enlève sur la peau, un petit kyste, une tache, on doit en principe examiner. Donc, il faut un peu plus d'anatomopathologiste. Ça, c'est ce qui doit répondre de tout ça, c'est le ministre ou Oui, mais le ministère de la Santé, nous avons assisté à un atelier et puis à une conférence. Et au cours de cette conférence, on a dit que le ministère de la Santé revoyait un peu les besoins, tous les besoins qu'il y avait au niveau médical, que la formation allait être faite par rapport aux besoins. Donc je pense que c'est des problèmes qu'on va combler après. Mais c'est lié. Il faut donc un plateau technique quand même important, mais autrement ça va mieux, puisqu'on est parti de un seul dermatologue dans les années 70, qui était le docteur Mbemba, qui a fait tout le pays pour lui tout seul, ce qui est insupportable, ce qui est incroyable. Et actuellement, par exemple, rien qu'à Brazzaville, nous sommes 6 dermatologues. Et donc, il y a eu quand même, malgré tout, une avancée dans ce sens-là. De ce point de vue, elle se porte mieux. Il y a un internaute qui demande pourquoi la dermatologie ne communique pas beaucoup avec le public. Oui, mais là, par exemple, c'est un exemple de communication. C'est parce que vous avez bien voulu nous donner l'occasion de communiquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a des choses qui se disent sur la dermatologie, qui sont des choses inexactes.
effectivement, les dermatologues devraient les rectifier, mais peut-être qu'il faut qu'on ait l'occasion de parler. Enfin, des choses inexactes. Par exemple, il y a une téléspectatrice qui demande pourquoi vos ordonnances coûtent cher et sont généralement longues. Essayez d'expliquer, essayez d'apporter une réponse. Oui, bon, ça relève aussi du fantasme, hein, parce que dans les centres de dermatologie avant, les médicaments n'étaient pas créés par l'industrie pharmaceutique comme ils existent actuellement. Et donc un dermatologue, c'est quelqu'un qui avait un petit laboratoire dans son cabinet et puis il faisait des préparations un peu comme un magicien. Il faisait des préparations diverses, il mettait les quantités et tout. Donc il avait une petite officine pour régler les problèmes. Mais ces préparations, effectivement, coûtaient un peu plus cher. Et puis ça faisait du dermatologue quelqu'un de relativement bizarre. Et donc, je pense qu'on a gardé cette image du dermatologue qui préparait sans cesse des choses dans lesquelles il mettait du soufre, il mettait de la vaseline et tout. Mais actuellement, pour certaines pathologies, une ordonnance peut coûter moins de 10 000 francs. Ah. Une ordonnance de dermatologie. Et pour le Mwanza, ça peut coûter dans les combien? Mais ça dépend. Bon, le Mwanza, si vous y croyez, mais pour ce qu'on appelle le Mwanza à Brazzaville, ça dépend. Si la personne est restée longtemps en milieu traditionnel, en général, il vient, ça s'aggrave, oui. Il vient aggraver. Ouais, mais l'aggravation, ça peut être vraiment redoutable, ça peut être une gangrène. Et à ce moment-là, le dermatologue peut dire que là, le tissu est mort, c'est-à-dire la jambe est morte et il faut transférer en chirurgie. Et alors, les ordonnances qui sont faites en dermato à ce moment-là, puis ensuite l'opération en chirurgie, évidemment, ça fait des milliers de francs. Oui. C'est ça, donc ça dépend, mais quand on voit les patients en consultation, c'est pas si long que ça. Et puis, il y a le problème des allergies, hein, le problème des allergies. Alors, l'allergie, tant qu'on ne diagnostique pas l'allergie et que tant que le patient fait la ronde, évidemment, il perd beaucoup d'argent. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les phénomènes allergiques, c'est plus de 50% de la consultation en dermato. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui est allergique, il faut aussi lui donner des conseils. Ces conseils qui ne vont pas coûter grand-chose, mais qui vont vraiment réduire le nombre de poussées, le nombre d'apparitions, en fait, des phénomènes allergiques. Donc, on donne des conseils et puis les ordonnances que l'on peut faire après, c'est des ordonnances qui ne sont pas trop chères. Quel est votre dernier mot, docteur? Et si vous devez donner un conseil aux téléspectateurs, ça serait lequel? Oui, merci. Alors, le dernier mot, ça serait de dire à la plupart des gens chez nous que la dermatologie, elle est vraiment complexe, elle est vaste. Il y a plusieurs maladies qui parfois se manifestent par la même chose. C'est-à-dire que quand on a un bouton, ça peut être plusieurs choses. Alors, il ne faut pas minimiser. Quand on a un bouton qui résiste, c'est toujours bien de consulter parce que la consultation de dermatologie, elle coûte comme les autres consultations. Combien? Au CHU, elle coûte 5 000 francs. En privé, elle coûte 10 000 francs. Il vaut mieux consulter que d'aller voir le pharmacien ou bien d'aller acheter des médicaments par terre pour ceux. Alors, le problème des Congolais, c'est qu'ils ont tendance à résumer la dermatologie à 3 choses. Alors, il y a la gale. Chaque fois, ils pensent avoir la gale. Dès que ça démange un peu, il y a les mycoses. Donc, tout est mycose. Et puis, après, le Mwanza. Pour eux, la dermato, ce sont ces 3 choses-là. Il y a l'acné aussi, quand même. L'acné, oui, mais oui, il y a l'acné, mais l'acné, ils se disent bien que c'est une maladie. D'ailleurs, ils essayent de traiter tout seuls, sauf quand ça s'aggrave. Ou alors, ils aggravent, parce qu'il y a des corticoïdes en vente. Je me permets de dire tel que l'épiderme, c'est un corticoïde qui est en vente, que l'on prend pour un cosmétique, qu'on applique tout le temps, et c'est pourvoyeur d'acné. C'est pourvoyeur d'acné, de vergetures. Parfois, c'est simplement... Les vergetures sont la conséquence de quoi? Une vergeture, c'est une cassure.
de la fibre élastique. En parlant de l'anatomie de la peau au début, je vous ai dit que la peau, elle était complexe, elle avait des fibres. Parmi ces fibres-là, il y a les fibres qu'on appelle des fibres élastiques, celles qui donnent la souplesse ou l'élasticité à la peau, celles qui peuvent faire que la peau se distende. Par exemple, on peut grossir et puis la peau, elle prend le volume un peu de... Par exemple, une femme enceinte, la peau s'élastifie. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand une peau se distend trop, eh ben, l'élastique, on a tellement tiré sur l'élastique qu'après, l'élastique se casse. En fait, c'est ça, les vergetures. C'est l'élastique qui se casse. Alors, ce phénomène existe dans la surdistension, qui peut venir d'une grossesse, qui peut venir de prise de poids, par exemple, au niveau des hanches, chez les femmes ou au niveau des seins. Ça peut venir de la prise de poids en général, mais ça peut venir aussi de l'application des corticoïdes, je reviens là-dessus, qui eux aussi fracturent les fibres élastiques. Et puis à ce moment-là, vous avez donc la peau qui pend, elle se casse. Donc la résultante, c'est l'apparition des vergetures, et puis elle pend puisqu'elle n'est plus soutenue. Je vous ai demandé de conclure, mais il y a une dernière question qui vient de tomber. C'est ma tante de Ouesso. On va quand même répondre. Alors, elle a les ongles qui se cassent. C'est dû à quoi, docteur? Oui, donc les ongles, ce sont des structures annexes de la peau. Alors, ce sont des structures dures qui contiennent du soufre, qui contiennent de la kératine. Et donc, elles subissent des transformations diverses. Il y a des transformations normales. Il y a des transformations qui sont dues au traumatisme. Les traumatismes, ça peut être le fait d'utiliser souvent ses doigts, des travaux assez rudes. Et puis, il y a le fait, par exemple, de se manger les ongles chez les gens qui sont anxieux. Alors, ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'il y a une atteinte de l'ongle, il faut chercher la cause. Si les ongles se cassent, ça peut être parce qu'on ne s'alimente pas bien. Parce que pour avoir tous les composants de l'ongle, il faut avoir aussi suffisamment de vitamines, suffisamment d'éléments minéraux. Maintenant, les ongles peuvent être attaqués par des choses extérieures et ces choses-là, c'est des microbes. Alors, les microbes qui attaquent le plus les ongles, ce sont les champignons. Alors, ça attaque les ongles, pourquoi? Parfois, on ne trouve pas de raison. Mais parfois, parce que les ongles sont un tout petit peu incarnés, donc les ongles poussent dans la peau, ou parfois à cause de son métier. Par exemple, si on est pâtissier, qu'on a tout le temps les mains dans des produits lactés et tout, on peut avoir des champignons qui se développent. Donc il faut qu'on sache, qu'on interroge cette patiente, qu'on fasse le point pour trouver la raison. Parce que le meilleur traitement, c'est d'abord le traitement de la cause. D'accord. Donc, mais pour cela, il faut voir le dermatologue. Oui, voilà. On ne donne pas de solution à l'antenne parce que sinon, on va pousser les gens à faire de l'automédication. Nous sommes enfin arrivés au terme de cette émission consacrée aux affections dermatologiques. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations et merci aussi pour vos précieux conseils. À présent, nous savons qu'une bonne partie de la population est touchée par ces affections dermatologiques. Et parmi les couches de la population les plus touchées figurent en bonne position les personnes qui s'adonnent à la dépigmentation. Mais attention, tout ce qui a été dit ce soir par le médecin n'est qu'indicatif et n'est pas fait pour que vous posiez un diagnostic et encore moins pour que vous preniez un traitement, faire de l'automédication. Il faut toujours consulter un médecin en cas d'anomalie sur votre peau. Le médecin saura interpréter ces symptômes pour connaître les causes et vous prescrira les traitements efficaces pour vous guérir. N'hésitez donc pas de consulter le spécialiste qui est le dermatologue pour poser le diagnostic en tant que de besoin. Je salue au passage tous les branchés de Carrefour, de l'Interland et de l'étranger. Je vous dis à tous merci pour votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain si vous le voulez bien. Merci.